Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. Ces derniers mois, les questions du surendettement des États africains, de l'inflation galopante sur le continent, de la cherté de la vie, la lutte contre la corruption et surtout l'optimisation des dépenses publiques ont fortement animé les débats et les réflexions. Au Sénégal, les nouvelles autorités entendent impulser une nouvelle dynamique, assurer une meilleure maîtrise des dépenses publiques et surtout la transparence et la bonne gouvernance. Voilà ce qu'on pourrait penser des initiatives prises par Dakar, mais sur le terrain, qu'en est-il exactement? Sénégal, bonne gouvernance, l'assainissement des finances publiques au cœur des réformes, c'est le thème de notre émission de ce jour. Et pour en parler, je reçois pour vous Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphane de l'invitation. Et avec nous en studio, Serge Patrick de Souza, consultant et analyste politique. Merci d'être avec nous. Ouais, c'est toujours un plaisir, M. Soumarou, d'être sur ce plateau. Alors, messieurs, avant d'entrer même dans le vif du sujet, on va dire Bassirou Diomaye Faye est là depuis pratiquement 8 mois, 9 mois. Comment vous appréciez la situation? Déjà, il faut dire qu'il y a une maturité affirmée par Diomaye Faye et effectivement Ousmane Sonko, parce qu'on se souvient très bien quand ils arrivent à la tête du Sénégal, surtout dans le contexte où il y a l'État de l'AES qui venait de se constituer, qui sortait de la CEDEAO et toutes ces crises diplomatiques qui existaient, on s'est demandé mais comment est-ce que ces jeunes vont aborder la question, d'autant plus qu'il y a un héritage au niveau de la diplomatie qui a été laissé par Macky Sall. Et au niveau de la politique intérieure, il y a eu beaucoup de promesses, mais surtout le fait d'apporter plus de vitalité dans la politique intérieure par rapport à la cherté de la vie et par rapport à la production locale. Et la première action qui a été menée, qu'il faut pouvoir relever, c'est le fait que Diomaye Faye a pris la décision de réduire le coût des intrants agricoles, donc engrais, de sorte à ce que l'accès à ces intrants-là soit plus facile pour les producteurs. Et je tiens à rappeler qu'en mars, le Sénégal était quand même le 3e pays le plus cher au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui le Sénégal est carrément descendu dans le classement. Donc on attend actuellement les chiffres de production, puisque nous sommes carrément pratiquement à la fin d'une saison, mais on peut dire qu'il y a un impact considérable, hein, et on a vu quand même toute la bataille qui est engagée, notamment sur la question de la pêche. Il y a eu des audits et des réformes qui sont proposées. Donc je peux dire qu'effectivement la paix de Diomaye Faye Sonko essaie de tenir ses promesses, et lorsqu'on a entendu son discours, je pense qu'on va aller plus en profondeur, mais sur la question de la souveraineté et sur la question de la justice en tant que société équitable et juste, il y a des réformes qui sont proposées et qui vont carrément dans cette ligne d'attente des populations. Dans cette ligne d'attente, alors... Excusez-moi, je un peu, je pense qu'il y a une annonce qui a été relayée par les médias massivement, d'ailleurs, c'est que le président Diomaye Faye ait demandé le départ de l'armée française et toutes les forces étrangères, forces armées étrangères qui sont sur le territoire sénégalais. Ça a l'air peut-être anodin, il y a eu l'effet d'annonce qui est là, mais ça a l'air anodin. Mais dans un pays francophone et spécifiquement dans un pays qui est constitué historiquement et même actuellement comme la tête de pont de l'influence française en Afrique, je pense que c'est un élément très important qui est à mettre à son actif et qui colle, je vais dire, avec son slogan de campagne pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour un Sénégal souverain, juste et prospère, justement, les nouvelles autorités sénégalaises semblent décider d'aller dans le sens de la réforme de la gestion de la chose publique. Récemment, dans son discours de fin d'année, le président Bassirou Diomaye Faye a émis des annonces, en tout cas des éléments forts concernant la déclaration de patrimoine, la gestion de biens publics. Justement, on va écouter un extrait de son discours qui revient sur la gestion de patrimoine et on va revenir sur ce plateau pour avoir vos réactions. Force est de reconnaître qu'aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes dans nos comportements face aux biens publics et dans notre manière de servir la collectivité. Voilà pourquoi, au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale.
Elle porte sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance. Les modalités de publicité et de mise à jour des déclarations souscrites seront définies par la loi. Alors, on vient de suivre cet extrait du président Bassirou Diomaye Faye sur la déclaration de patrimoine qui sera élargie à l'ensemble des fonctionnaires. Comment vous accueillez une telle annonce? C'est une annonce qui est historique et qui est à saluer parce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour la première fois qu'on entend qu'une telle initiative est prise, mais qui est élargie à tous les fonctionnaires, tous ceux qui ont des postes nominatifs et électifs. Et c'est intéressant parce que quand le PASTEF arrive au pouvoir et que Sonko est nommé Premier ministre, la première des choses, le premier acte de Sonko, c'est de démissionner de tous les postes électifs dont il a pu bénéficier. Par la suite, on a vu quand même le grand coup politique qui a été fait, puisqu'il y avait une motion de censure qui était lancée par les opposants qui étaient encore à l'Assemblée nationale. Quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale et qu'on a fini l'élection, le PASTEF bénéficie d'une majorité absolue à l'hémicycle. Mais le gouvernement ou le président a demandé, le Premier ministre a demandé que tous ceux qui ont été élus choisissent soit de rester élus et de démissionner de tous les postes nominatifs, donc qui vont entrer dans le gouvernement, ou alors ils choisissent de rester dans l'administration et de démissionner de leur titre électif. Et l'exemple qui a été donné ainsi montre que par la suite, il y a une cohérence dans l'action parce que Sonko a toujours dénoncé, à l'époque il était le chef de file de l'opposition, il a toujours dénoncé l'accumulation de pouvoir. Et il a toujours dit que c'est ce qui crée le chômage, mais quand on parle de disparité économique ou de comptes cachés, c'est tout ceci. Parce que quand tu as une position d'élu, tu as une sorte de poche d'influence sur certaines décisions administratives, sur certaines procédures administratives. Donc c'est vraiment une initiative d'équité et de justice et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir saluer. Et je n'en doute même pas que les Sénégalais, surtout la jeunesse sénégalaise, se sont d'autant plus rassurés du choix qu'elle a pu faire en soutenant cette génération-là. Alors, il y a d'abord la protection des lanceurs d'alerte. Et il y a aussi la réforme de l'organe de lutte contre la corruption. Contre la corruption. C'est très important. Quand vous prenez par exemple l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2023, je crois bien, le Sénégal est 70e. Et donc, ce n'est pas un très bon rang en tout cas. Et pour ceux qui ont décidé, en tout cas comme le président Diomaye Faye, de véritablement de servir d'exemple et de faire les choses dans la droiture. Mais fait très important que je voulais souligner à travers cette proposition de loi, c'est encore une proposition de loi qui n'est pas encore proposée à l'Assemblée nationale. Il a dit aussi, il a parlé aussi oui. Le premier, c'est d'abord la protection des lanceurs d'alerte. Parce que les gouvernants à la tête des pays ne peuvent pas avoir toutes les informations. Chez nous, dans mon métier, dans l'intelligence économique, on dit que l'information stratégique est la chose la plus importante dans toutes les organisations. Donc, il y a des personnes qui sont des lanceurs d'alerte, qui attirent l'attention. Et il faut pouvoir protéger ces personnes qui sont des lanceurs d'alerte. Il faut une loi qui les protège. Maintenant, l'un des points, c'est l'accès à l'information. C'est encore un projet de loi, l'accès à l'information. L'accès à l'information, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est l'information qui nous détermine, vous comprenez. Si avec le flux, le flux financier qui passe, le flux financier, le flux informationnel qui passe à travers les organisations étatiques, notamment en matière de finances publiques, et il faut créer les conditions de sorte que toutes les personnes, tous les citoyens puissent avoir accès, à l'information en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Bien entendu, la déclaration du patrimoine. Et là, la déclaration du patrimoine dont il a parlé ici est totalement inclusive. Il a parlé de tous les fonctionnaires.
Dans certains pays, cette déclaration de patrimoine est assujettie à seulement juste une catégorisée. C'est catégorisé à une élite. Alors qu'on sait très bien que la corruption, en tout cas dans les organisations, dans la gestion, en tout cas des organisations publiques ou bien des États, c'est toute une chaîne à la fois. Alors donc, je ne dirais pas comme les sous-adultes, une chaîne de valeurs, mais c'est quand même une chaîne de valeurs en ce qui concerne la corruption. Donc c'est très important d'aller déminer l'action jusqu'à ces niveaux véritablement qui sont des niveaux assez importants. Bon, donc voici un peu ce que moi j'ai pu retenir en tout cas dans son discours. En tout cas, c'était un discours avec des annonces fortes qui ont fait en tout cas beaucoup de vagues à Dakar. Mais il y a aussi eu dans son discours, toujours en parlant de transparence et de bonne gouvernance, vous avez parlé tout à l'heure du Premier ministre Ousmane Sonko qui avait laissé certaines fonctions pour ne pas faire une certaine accumulation de pouvoir, c'est un cumul de postes. Il y a aussi la question des nominations aux postes clés de l'administration publique. Le président Bassirou Diomaye Faye est revenu dans son adresse à la nation. Il a parlé d'une nouvelle manière de faire pour plus de transparence. Et à ce sujet, on va écouter les nouvelles mesures qui seront prises par le gouvernement sénégalais pour permettre une transparence au niveau des postes à pouvoir au Sénégal. Au courant du premier trimestre 2025, le gouvernement lancera la plateforme Ligueyal Séréo, qui permettra à chaque Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. J'ai déjà instruit le bureau organisation et méthode de travailler à l'identification des postes clés devant être mis en compétition, de proposer des modèles types de fiches de poste et des règles d'organisation et de fonctionnement du comité de sélection des candidats qui me seront soumis au bout du processus pour nomination. Alors, messieurs, des appels d'offres ouverts au grand public, et tout se fera maintenant dans la transparence pour vous, c'est une innovation? Non, ce n'est pas une innovation. En Côte d'Ivoire, on a vu à partir de 2002, 2003, quand Gbagbo arrive au pouvoir, il procède par appel à candidature pour des postes importants. C'est en cela que c'était Niamien Konan arrive à la tête des impôts et la direction des douanes. Voilà, la direction des douanes, pardon, et au niveau des trésors, on avait un autre qui était issu du PDCI. Mais donc vous voyez que c'est pas quelque chose qui est anodin, mais il faut quand même féliciter cela. Ce qui est d'ailleurs important, non seulement il y a appel à candidature pour des postes administratif important, mais en même temps, il y a pour une sorte de proposition de projets de développement qui seront financés. Et ça encourage quand même l'entrepreneuriat et le retour des intelligences vers les pays africains. C'est très important. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de les encourager à intégrer l'administration, mais il s'agit aussi d'encourager la diaspora à venir multiplier l'entrepreneuriat au niveau local. Et même le document qui a été proposé par le gouvernement, je crois que c'est le Sénégal 2050. C'est ça, Sénégal 2050. Mais il y a une partie qui est consacrée à la motivation, à l'encouragement des champions en réservant 10% des différents marchés publics à la compétition locale. Et c'est très important. Et l'un des problèmes qu'on a, notamment en Côte d'Ivoire, c'est un peu cela. Tous les acteurs de la diaspora se plaignent de ce que, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas à avoir d'opportunités. Et en termes de compétitivité, ils ne sont pas à l'aise parce que pour avoir accès aux appels d'offres, il y a tout un ensemble de flou autour des différentes procédures. Et donc, le fait de proposer cela, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir encourager. Et je pense que certains États doivent pouvoir quand même copier ce type d'initiative. Ce sont des jeunes, mais comme M. Sadia l'a dit, c'est une génération de 80-70, donc c'est une génération de rupture qui arrive avec un type de modèle de gestion. Et ce type de modèle-là est empreint de l'expérience que cette jeunesse, cette génération a dû vivre à partir de 90 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est normal, on voit quand même au Burkina, au Mali, au Niger, et toutes ces réformes
qui sont proposés. Après, il peut y avoir des débats politiques autour, mais je vais dire que pour le bénéfice des populations, on sent qu'il y a une nouvelle approche de gestion qui est mise sur la table et qu'il faut pouvoir encourager. Alors, je me tourne vers vous très rapidement. Oui, quelle est votre réaction par rapport à cette annonce? Oui, bien sûr, ce que je vais dire, c'est que historiquement, on peut reprocher beaucoup de choses au Sénégal, hein, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire suffisamment la promotion des ressources internes. Parce que vous voyez, par exemple, dans les organisations internationales, vous voyez beaucoup de Sénégalais qui occupent des postes dans les organisations internationales, que ce soit aux Nations Unies, en Afrique, à la CEDEAO. C'est une politique qui date de très longtemps, même depuis l'époque coloniale, qui a été mise en place par le pouvoir public sénégalais. Et donc, je pense que Diomaye Faye peut-être va monter à un niveau un peu plus élevé. Mais cela dit, comme c'est une promesse, et Diomaye Faye est un homme politique, il a dit le premier trimestre 2025, et nous sommes en janvier 2025, et nous espérons que ce qu'il est en train de dire actuellement va effectivement être mis en pratique. Mais c'est un facteur très important quand même de faire en sorte de créer la saine émulation, de faire en sorte que les ressources humaines qui sont aussi bien au Sénégal que dans la diaspora puissent participer au développement. Il y a une des choses que les pouvoirs publics, les leaders africains n'ont pas compris, en fait, c'est que le développement humain est le premier facteur de développement économique. Le développement de la Chine, par exemple, ça a été impulsé par ce qu'on appelle les 4 modernisations qui ont été mises en place par Deng Xiaoping et le Zhou Enlai en 1974, et qui étaient axés sur l'éducation, sur la technologie, la défense et l'agriculture. Et vous voyez, c'est cette technologie, c'est disons cette volonté politique-là qui a été mise en place par ces leaders-là qui fait aujourd'hui que la Chine domine le monde. Il n'y a pas de développement, il n'y a de développement que par les hommes. Ce sont les hommes qui font le développement. Et la matière première en Afrique, ce n'est pas ce qui manque. La matière première en Afrique, en ce qui concerne les ressources humaines qualifiées à travers la diaspora, et le Sénégal a véritablement travaillé dans ce sens-là. Donc, c'est une très bonne initiative. On espère véritablement qu'au-delà, cela va se mettre en place. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire très attention parce que le PASTEF s'est battu dans le passé pour arriver au pouvoir. Donc, il s'est battu avec des hommes qui attendent maintenant le retour, je vais dire, le retour de la corbeille. Maintenant, vous espérez avoir des postes à certains niveaux du pouvoir. Donc, ce sont des éléments aussi dont il faut tenir compte. Voilà, dans la perspective aussi des luttes électorales futures. Alors, la question de la cherté de la vie a été aussi au cœur du discours du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. On va suivre un autre extrait qui revient largement sur cette affaire et on reviendra sur ce plateau pour en débattre. Mes chers compatriotes, je suis pleinement conscient des difficultés que les Sénégalais ont traversées ces dernières années. C'est pourquoi, face à la vie chère et malgré une conjoncture économique plus que difficile, dès les premières semaines de mon mandat, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir les producteurs locaux et réduire le prix des denrées de première nécessité. D'un autre côté, les réformes institutionnelles en cours avec la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales se poursuivront au courant de l'année 2025. Alors, je me tourne encore vers vous, M. Serge Patrick de Souza. On voit qu'en voulant réduire les dépenses de l'État, on a vu la suppression de certaines institutions, le Conseil économique et social est supprimé, le Haut Conseil des collectivités territoriales est supprimé. On a vu les budgets de certaines institutions au niveau de la présidence qui passent de 80 milliards de francs CFA à 49 milliards de francs CFA, la primature de 25 milliards à 11 milliards de francs CFA. Comment vous accueillez ce genre d'annonce? En tant qu'Ivoirien, observateur, moi je suis heureux. Pourquoi? Parce que c'est l'un des problèmes, notamment en Côte d'Ivoire. Le débat qui fait beaucoup couler dans Côte d'Ivoire. Bon, là, c'est la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, on est sur le Sénégal. Oui, on va aller au Sénégal. Pourquoi je donne cet exemple? Je veux dire que c'est un problème qui est partagé par l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'on voit qu'un pays essaie d'expérimenter cela, il y a espoir. Parce que
déjà, il faut pouvoir identifier des institutions qui sont utiles, mais pas nécessaires. Surtout pour des États qui sont en cours de développement et dont l'un des problèmes essentiels, c'est comment améliorer les conditions de vie des populations, notamment en ce qui concerne le coût de la vie. Donc les dépenses publiques doivent pouvoir être gérées d'une certaine manière, de sorte à ce que le pouvoir public, dans le courant de sa vie, il ne puisse pas puiser plus de ressources que ce qu'on injecte au niveau de la redistribution. Et ce que le Sénégal fait aujourd'hui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la première des actions, c'est d'appuyer le secteur de la production. C'est important. Parce que même si on n'arrive pas, même si on réduit les dépenses de l'État et qu'on n'arrive pas à produire, on importe seulement, mais la vie sera toujours chère. Mais lorsqu'on encourage la production, on règle notre problème, c'est celui de pouvoir équilibrer les dépenses de l'État de sorte à ce qu'on injecte moins de ressources au niveau du fonctionnement de l'État, mais on oriente ces ressources-là au niveau de la production et de la transformation. Je pense que c'est à cette étape que le Sénégal doit pouvoir arriver. Déjà, encourager la production locale, encourager les différents agriculteurs, parce que c'est eux qui nourrissent les populations. Ensuite, essayer de pouvoir réorienter tout le surplus de fonds qu'on récolte au niveau de la transformation. Mais déjà, ces réformes-là sont encouragées et j'ose croire que ce sont des choses qu'on va pouvoir constater un peu partout au niveau des États africains qui ont beaucoup d'institutions, mais qui ne sont pas forcément... Et justement, c'était là la suite de ma question. M. Sadia Zouzou, quand vous regardez un tel exemple, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Sénégal fait office de référence? Et puis, est-ce que ce cas pratique pourra se répercuter au niveau de l'espace UEMOA? Est-ce que vous pensez que ça peut se répercuter? Je pense qu'il a dit tout à l'heure, le président Diomaye Faye a décidé de réduire le nombre d'institutions qui peuvent être considérées à tort ou à raison comme budgétivores. Mais je veux dire, dans un pays ou dans un autre, il faut se dire que, faut se poser la question, est-ce qu'en tant que pays africain avec des ressources très limitées, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir ces mêmes institutions qui parfois ne sont pas à certains moments très, très utiles et qui servent très souvent de postes de récompense pour les fidèles qui ont aidé à la conquête du pouvoir. Donc c'est une très bonne chose déjà d'avoir dissous ces deux institutions, d'avoir pensé, proposé, parce que ça c'est encore des propositions, hein, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va passer tout naturellement, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Non mais je veux dire, excusez-moi, mais je veux dire que c'est un homme politique, ça il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a la réalité politique qui n'a pas encore fait un an, la réalité politique, les gens qui sont dans l'antichambre, comme on le dit ici, ils se sont battus, il y en a même qui ont perdu leur vie dedans, qui attendent. C'est maintenant qu'il faut réduire les institutions. Je pense que je me pose la question de savoir si la réalité politique ne va pas le rattraper sur ce point. Mais déjà, c'est déjà une très bonne chose d'avoir diminué, comme Souza le disait tout à l'heure, les charges au niveau de la primature, au niveau des grandes institutions de l'État. Parce que la bonne gouvernance dans les pays aussi, et pour la lutte contre la cherté de la vie, c'est d'amener les dirigeants aussi à monter l'exemple en serrant la ceinture. Parce que si la vie... Il faut dire que la cherté de la vie n'impacte pas généralement en grande partie en Afrique les dirigeants. En tout cas pour ceux qui gèrent les affaires de la cité dans le temps courant, ça ne les impacte pas de façon générale. C'est le petit peuple qui est impacté par la cherté de la vie. Donc le fait de diminuer le budget et de réduire le train de vie de l'État à un niveau donne l'exemple. Et donc c'est beaucoup plus facile de demander maintenant aux populations de se serrer la ceinture. Et puis bon, je me dis que comme je chute maintenant sur ce point, il faut vraiment produire en masse, une production de masse pour les besoins, je vais dire fondamentaux même des populations africaines en Afrique de l'Ouest déjà. C'est déjà très important parce qu'une fois déjà qu'on arrive à se nourrir, on est capable d'être beaucoup plus souverain. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas affirmer notre souveraineté, peut-être militaire, politique, mais si du jour au lendemain, une puissance nous ferme par exemple la route d'approvisionnement en riz, on se retrouve en difficulté. Et effectivement, si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas aller sur un champ de bataille ou bien tu peux aller au bureau. Donc voilà, ce sont des questions qui vraiment sont importantes. En tout cas, un discours qui fait ressortir beaucoup d'effets novateurs, on va le dire ainsi. Lutte contre la corruption, l'engagement y est manifesté.
Les autorités elles-mêmes qui montrent l'exemple avec la réduction de ces budgets sur ces institutions importantes et la suppression de certaines institutions et aussi la transparence dans les nominations et la déclaration de patrimoine. Messieurs, on peut le dire, le Sénégal amorce une nouvelle étape de son histoire. Merci pour vos contributions. Chers téléspectateurs et chers auditeurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur toutes nos plateformes et l'information revient dans quelques petites minutes sur Medi 1 TV. Agréable suite au programme sur nos antennes.